Donc bonjour à tous. Merci d'être resté aussi tard, parce que c'est souvent le dernier jour, le dernier talk, c'est un peu compliqué. Donc on est tous les deux Michelin, et on va vous parler de Micheline. Donc Michelin, il faut comprendre. C'est pas passé à la com, donc pas de photo sur le premier slide s'il vous plaît. Donc 120 ans et qui se met à l'IAC. Donc on parlera un peu plus de, voilà, pas mal de choses. C'est un Rex sur ce qui s'est passé sur une période assez longue. Next. Ok, Michelin, donc ça c'est obligatoire, ça c'est pour la com, vous pouvez prendre des photos. Donc Michelin, il y a plein de choses, hein. C'est-à-dire que sur la partie gauche, vous avez tout ce qui est ce pourquoi Michelin existe depuis quand même pas mal de temps maintenant. Sur la partie tires, donc les pneus, les différentes marques du groupe. Vous avez tous les services qui sont autour du pneu. Donc quand je dis service, hein, c'est des offres de services sur des flottes, etc. Donc avec plusieurs noms, hein. Vous avez certainement entendu parler d'Euromaster, DDI, très important. Voilà, il y a d'autres marques type Wattea. Je sais qu'il y a des gens de Wattea dans la salle. Voilà, merci. Et puis, au-delà du pneu, donc quand on dit au-delà du pneu, c'est le guide Michelin, c'est Symbio, Fener, voilà, c'est des acquisitions. Alors, pour certaines, des acquisitions externes, d'autres qui sont là depuis quasiment le début côté Michelin. Bon, les chiffres, on va passer rapidement dessus. Deux chiffres importants, c'est le nombre de sites de production. Donc, quand on parle de sites de production, donc avec de l'infrastructure sur ces sites, donc environ 80, et le nombre d'applications et de virtual machines aussi, donc un peu plus de 2000 applications, et en termes de virtual machines, un peu plus de 14 000. Donc, c'est des chiffres qui évoluent, hein, surtout depuis l'arrivée du cloud. Et donc, on va faire une petite scénette avec Guillaume qui représente un développeur quelque part autour de 2014-2015 qui doit déployer une application au sein de Michelin. Donc, l'infra approvisionné est assez simple, ça va être un load balancer avec deux application servers et une base de données pour stocker les informations. Et cette application va devoir être déployée sur des data centers centraux, mais aussi dans nos usines. Donc, moi, jeune développeur, je viens de voir mon Guigui, l'archi. Du coup, il faut que je provisionne tout ça. Où est la console pour que je puisse faire ce qu'il y a à faire? Bon, alors on est en 2003, tu vas te calmer tout de suite. Là, pour demander ça, en fait, on travaille avec un partenaire d'infrastructure. En fait, ce partenaire d'infrastructure, pour des raisons contractuelles, pour plein de raisons, en fait, travaille à travers des services request. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un certain formalisme, un certain process, en fait, pour demander ces environnements. Donc, tu vas aller utiliser une console qui est super, qui est la console d'ITSM de l'époque, pour faire tes demandes d'infrastructure. Donc, tu oublies le code, hein. Ah, donc tu es en train de me dire que je vais devoir faire autant de service request que de provisioning là. Bon, et bah c'est pas grave, je suis encore jeune et motivé, on va y aller. Parce que là je soumets mes services request et puis on attend un petit peu longtemps. Mais au bout d'un moment ça arrive Guillaume, ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut. Je viens d'avoir un acquittement là du provider, c'est tout bon. Et bah c'est super. Donc là, bon, donc, effectivement, tu as reçu, hein, t'as reçu un petit message à travers notre fameux outil d'ITSM de l'époque. Et donc tu vas aller vérifier si ce qui t'a été livré, c'est exactement ce que tu avais demandé. Parce que quelquefois on a des surprises, donc je te conseille de vérifier. Eh ben ouais, effectivement, c'est pas tout à fait ça. Les configurations sont pas les mêmes entre mes deux AS. Ma base de données a pas les bons paramètres que j'ai demandé dessus. Donc là, on est parti pour faire un petit aller-retour, c'est ça, hein? Ouais, quelques-uns, ouais, quelques-uns. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire, enfin voilà, un petit jeu de scène de début, mais globalement, on était dans un système qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, d'un point de vue contractuel avec nos partenaires. Donc ça devait enfin, respecter certains standards. Et de ce fait-là, bah, globalement, Raph vous en a parlé, c'était très compliqué, ça avançait pas, ça prenait une éternité pour demander des choses. Et globalement, enfin voilà, toute la chaîne était bloquée entre guillemets. Et surtout le business qui nous tapait régulièrement sur les doigts et qui globalement avait de moins en moins confiance dans les équipes IT chez Michelin pour délivrer de l'information, enfin pour délivrer de la valeur et des applications. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous faire un petit rex sur comment ça s'est passé, hein, depuis cette époque-là à aujourd'hui. Donc on a fait un peu de teasing pour le début, on va vous expliquer pour la suite. Donc là, vous avez deux des personnes qui ont contribué à construire tout ça. Donc il y en a qui sont dans la salle, typiquement, qui étaient là, qui sont partis, qui vont peut-être revenir. Euh, et, donc, et donc, on va vous expliquer un petit peu bah, voilà, comment ça s'est passé pour la suite et comment on a réalisé les changements qu'on a voulu apporter. Donc je me présente, Et donc donc, Guillaume bon, Hospital, je suis Cloud Product Owner chez Michelin.
Ouais, et Raphaël Monsalves, du coup, je suis tech lead, team lead d'une équipe qui s'appelle IT Automation, qui s'occupe des outils d'infra as code et de CI/CD. Et donc, du coup, si on fait une petite photo de là où on était en 2015, ben, il y avait quand même des choses qui allaient. Ben, déjà, au niveau de la standardisation, même si on n'avait pas toujours ce qu'on voulait au niveau des demandes de provisioning, on retrouvait quand même toujours les mêmes choses d'un serveur A à un serveur B. Donc, du coup, on avait quand même des environnements, des infras qui étaient plutôt standards. Et ces standards étaient suivis notamment pour appuyer le modèle de support de notre provider d'infrastructure. Donc, on savait que si c'est eux qui provisionnaient l'infrastructure en suivant leurs standards, l'alarming sera en place, l'incidentologie automatique sera en place, etc., etc. Par contre, comme on l'a joué avec Guillaume avant, d'un point de vue répétabilité, c'était pas du tout ça. On avait forcément des deltas, vu qu'il y avait beaucoup d'actions manuelles entre les différentes requêtes que l'on pouvait faire. Et du coup, il n'y avait pas du tout de notion de as a service. C'était des SR, et derrière, il y avait certainement de l'automatisation qui était déroulée. Mais nous, dans Front, on ne voyait pas de as a service, c'était du ticketing. On avait aussi un problème d'orga, du coup. Fatalement, à partir du moment où on fait beaucoup d'allers-retours, etc., ben, ça veut dire qu'on a une organisation autour de ces demandes qui était plutôt rigide et pas forcément très, très agile à l'époque. Euh, et on avait un autre problème aussi à l'époque, c'est que du coup, nous, Michelin, n'avions pas beaucoup de vision sur la vision technique de l'infrastructure. Ce qui pouvait aussi générer ben, de la compréhension entre nous et notre partenaire d'infra. Et pourtant, à l'époque, 100% de notre infra était on-prem. Donc du coup, cette problématique impactait toute notre infra. Donc voilà, donc comme l'a dit Raphaël, hein, on parle c'était le petit jeu de mots chez nous, de manual automation, donc c'était plutôt un concept assez intéressant. Euh, Faut savoir quand même, voilà, Raphaël est passé assez rapidement, mais sur les aspects standardisation et support modèle, en fait, voilà, il y avait quand même pas mal de choses. On va vous expliquer un petit peu. Pour nous, c'était des choses qui étaient très simples, mais voilà, globalement, on va vous expliquer un petit peu par la suite que finalement, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient faites par notre fournisseur d'infrastructure. Et bon, à cette époque-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a deux choses qui arrivent. Alors maintenant, ça fait marrer les gens, mais bon, on vous rappelle, on est en 2015, hein. C'est l'agile méthodologie. Donc ça, c'est voilà, c'est une courant de pensée qui est arrivé d'un seul coup chez Michelin et qui nous a globalement mis en évidence que la manière dont on fonctionnait aujourd'hui, c'était pas du tout compatible avec ces nouvelles tendances. Et puis une autre licorne de l'époque, bah, c'est le cloud computing. Donc voilà, on commence à avoir plein de choses qui pop un peu partout sur Internet autour de ce concept-là. Et on s'est dit, bah tiens, commençons à regarder ce qui se passe et ça a l'air plutôt intéressant et plutôt séduisant. Et donc du coup, on avait une application à l'époque chez Michelin qui s'appelait Decatrix, qui était fait en Grails, qui a été créée aussi certainement par des personnes qui sont dans la salle. Et cette application, de base, c'était un référentiel d'application, un référentiel de serveur, et on l'utilisait notamment pour contextualiser nos pipelines de CI/CD, donc pour variabiliser grosso modo les informations de build et où on allait déployer nos binaires. Et on s'est dit, ben, cette application, elle a quand même pas mal d'informations qui sont liées au provisioning, donc notamment les applis, les serveurs, les composants qui forment une appli. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas créer dans cette application un catalogue de services à partir duquel je pourrais faire une demande et générer une service request en automatique dans ServiceNow. Donc grosso modo, un utilisateur allait pouvoir sélectionner une VM avec un middleware, renseigner les informations liées à sa VM, les tailles d'AFS ou autre, et automatiquement ça allait créer la service request auprès de notre provider d'infra, notre partenaire d'infra, pour qu'il puisse faire le provisioning. Alors, on avait fait ça à l'époque pour finalement être sûr que d'une requête à une autre, on avait toujours les mêmes informations qui étaient poussées. Donc, retirer l'erreur, entre guillemets, du côté Michelin. Ouais, alors donc voilà, donc il a bien dit, hein, côté Michelin, voilà, on s'était organisé, on a travaillé justement sur des couches d'automatisation. Par contre, bah, dès que ça arrivait côté partenaire, voilà, il y avait toujours des process manuels, on était sur une coupure d'un point de vue référentiel, c'est-à-dire qu'entre ce que nous on construisait comme référentiel sur D4X et ce qui était fait aussi côté partenaire, il y avait une coupure, hein, donc forcément ça veut dire des différences de référentiel. D'un point de vue industrialisation, on voyait bien qu'on avait commencé des choses sur les briques en amont, mais il manquait encore des choses sur la partie aval, hein, donc ce qui était fait par le fournisseur d'infrastructure. D'un point de vue standardisation, voilà, enfin, on tire toute la ficelle, hein, et toutes les problématiques de
faire des choses dans son coin et puis pas avoir ça sur le bout de la chaîne. Donc voilà, c'était des choses où typiquement on s'est dit, il y a quand même, voilà, il y a un champ d'amélioration qui est assez important. Et donc, du coup, à l'époque, on avait une équipe qui a changé de nom depuis, qui existe toujours, mais qui s'appelait Method and Tools. Et cette équipe était là pour, était chargée des méthodes et outils informatiques au sein de Michelin. Et elle avait une des missions de cette équipe était de faire de la veille techno, de l'exploration. Et du coup, autour de 2015-2016, on s'est dit, bah tiens, il y a Microsoft Azure qui est dans le coin. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de le tester? Et Guillaume, tu peux nous expliquer un peu comment c'est passé? Ouais, et donc voilà, donc effectivement le cloud super, on commence à faire plein de choses, on peut consommer facilement, les temps comment dire, de fourniture de l'infrastructure ou des composants ou services d'infrastructure, c'est hyper rapide. Donc ça, c'est toutes les belles choses qu'amène le cloud. Par contre, effectivement, très rapidement, on commence à obtenir des problèmes. Donc les problèmes, Ouais, pardon. c'est vrai qu'on a vu que c'était pratique pour provisionner rapidement et de manière un peu répétable. Par contre, je sais pas si tu te rappelles, mais quand vous nous avez mis ça dans les mains, c'était un PowerPoint qui était partagé pour pouvoir savoir comment utiliser le portal. Donc on n'était quand même pas sur quelque chose d'industriel et de standard. Et donc du coup, c'était pas encore dispo pour mettre à l'échelle de l'entreprise. Bon, on poursuivait quand même l'industrialisation d'Excel dans l'entreprise, enfin côté Michelin, c'était quand même. Voilà. Donc, comme l'a dit Raphaël, en fait, hein, il y a une nouvelle brique qui est arrivée, on vous l'a mise en jaune pour être sûr que vous ne la loupiez pas. Et donc, il y a D4X voilà, qui est arrivé. Et globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fallu réfléchir à dire, bon, bah, toutes les briques d'automatisation qu'on avait pu créer au début, donc la partie demande d'infrastructure, etc., on s'est dit, bah, pourquoi pas commencer à amener des briques de ce type-là côté D4X. Pourquoi? Parce que côté cloud, en fait, on se disait, bah tiens, il y a de l'automatisation, il y a de la répétabilité, il y a de descriptif en fait de ce qu'on veut d'un point de vue infrastructure. Donc à l'époque, les templates ARM, qui existent toujours, mais voilà. L'hardening en fait qui pouvait être fait aussi et réalisé à la fin du provisioning de l'infrastructure. Donc ça c'était aussi un point hyper important pour nous parce qu'on a une grosse customisation en fait qui est appliquée sur les machines pour des raisons de sécurité, pour des raisons de fonctionnalité aussi au sein de l'infrastructure. Euh, on a commencé à dire on arrête de mutualiser, mais que les VM. On vous en parlera juste après. Mais que les VM, voilà, on a arrêté la mutualisation des VM. Et puis derrière, forcément, on vous l'a dit depuis le début, c'est facile à consommer. Tout le monde pouvait le faire, beaucoup d'autonomie dans les équipes. Donc ça, c'est voilà, c'est des choses qui étaient demandées par les équipes et qui étaient plutôt enfin, des choses assez grisantes, quoi. Ouais, alors après c'était encore en mode percé à l'époque, hein, et il y avait encore quand même des choses qui étaient améliorées. On avait des ressources groupes qui étaient mutualisées, on n'avait pas de vrai monitoring. Et donc encore une fois, au niveau de industrialisation et mise à l'échelle sur l'entreprise, il y avait encore des choses à améliorer côté cloud. Et puis là, on parle encore d'une petite percée sur le cloud où on a réussi à mettre peut-être 5% de notre infrastructure, mais concrètement, on a encore 95% de notre parc qui est on-prem. Et donc, comment on fait aussi quand même pour ne pas négliger notre historique. Et donc, si on regarde un petit peu un résumé où on était à peu près en 2018, avec l'arrivée justement d'Azure qu'on a un petit peu industrialisé et notre expérience on-prem, et ben finalement on a perdu un petit peu en standardisation parce que sur le on-prem, comme on en parlait plus tôt, on avait un vrai standard qui appuie le support modèle de notre partenaire d'infra. Par contre, sur Azure, on n'avait pas du tout les mêmes standards qui étaient appliqués, on n'avait pas du tout du coup de support modèle équivalent. Et donc, du coup, sur ces deux aspects-là, on a perdu en expérience utilisateur en tant qu'utilisateur final. Par contre, on a découvert les joies du cloud avec justement les templates ARM, cette notion de répétabilité. Là, tous nos problèmes liés au as a service, à la répétabilité, étaient en tout cas résolus avec Azure. Et donc, nous donnait une licorne qu'on voulait aussi appliquer sur le monde du on-prem. Euh, Au niveau des problèmes d'organisation, là pour le coup, on est resté assez flat. Les problèmes qu'on avait avec notre partenaire d'infra n'ont pas été traités, c'était plus la percée uniquement sur Azure sur ce côté-là. Par contre, le fait de pouvoir gratter du cloud Azure, ça nous a permis aussi de prendre de l'épaisseur sur la connaissance technique de l'infra. Et donc, on s'est rendu compte de toutes les problématiques qui étaient sous-jacentes à notre partenaire on-prem en explorant les parties Azure. Donc du coup, comme je le disais avant, on a toujours 95% de notre infra qui est on-prem. Donc du coup, il faut qu'on fasse quelque chose sur cette partie-là.
Ouais, donc là, vous l'avez bien compris, sur les phases de build, on était très fort, hein. Par contre, on a vite compris que notre partenaire d'infrastructure faisait quand même beaucoup de choses en termes d'opérations et que les opérations, c'est un métier. Donc il a fallu quand même travailler sur ces aspects-là. Donc comme l'a dit Raphaël, on a pris de l'épaisseur sur la partie opération, de plus en plus, hein, on apprend encore. Donc on a concentré ça à l'intérieur de plateformes techniques. Donc on vous en parlera un peu plus tard sur l'aspect plateforme chez Michelin. La partie cloud computing, on s'est rendu compte aussi que ça évoluait très très vite, donc il nous fallait quand même faire de la veille très régulière, éprouver des services, être assez rapide en fait pour les mettre sur étagère. Alors quand on dit sur étagère, vous allez me dire mais c'est déjà sur étagère, c'est dans le cloud, sauf que chez Michelin, sur étagère c'est un concept. Donc voilà, fallait quand même répondre à ces problématiques-là. Euh, et puis on s'est dit quand même par rapport à ce qu'il y a dans le cloud, bon, on l'avait quand même bien compris, c'est qu'il est tout à fait possible de réutiliser des concepts d'automatisation, des briques d'automatisation, et puis de les ramener en fait sur la partie on-premise et de dire bah voilà tiens bah, pour fournir une VM ou pour fournir un service type DNS etc. On avait des choses qui étaient possibles. Donc voilà, il y avait des choses à creuser là-dessus. Euh, L'objectif aussi de D4X pour la plupart de nos utilisateurs en fait pour eux il fallait abstraire la complexité. Donc de dire, quand je dis abstraire la complexité, c'est-à-dire qu'ils prennent du on-prem ou qu'ils prennent du Azure, souvent voilà, c'était un peu compliqué, donc on les orientait. Donc ça veut dire que dans tout le parcours utilisateur, dans le fourniture de l'infrastructure, on leur donnait des petits insights pour leur dire bah, tiens, tu veux faire de l'intranet, tu veux faire de l'extranet. Voilà, donc voilà, il y a toute cette réflexion aussi qui a été faite. Et puis aussi le dernier point, en fait, c'est la partie change management. Donc un changement de culture, hein, il est encore en train de s'opérer. Il y en a qui ne veulent pas changer, ça aussi c'est un gros problème. Mais voilà, il y avait ces choses-là aussi qu'il fallait absorber. Et donc, du coup, autour de 2018, on s'est dit qu'il il fallait appliquer un premier shift left, donc décaler la responsabilité plutôt de l'infra un peu plus chez Michelin, en travaillant sur l'application des principes du cloud dans le monde du on-prem. Et donc, comme tu le disais, Guillaume, on avait l'approche plateforme qui pointait son nez à cette époque-là. Et donc, il y a eu deux plateformes qui ont été créées à l'époque, parmi tant d'autres, parmi d'autres au sein de Michelin. Et donc, ces deux plateformes sont la plateforme cloud et la plateforme IT Automation. Et la plateforme IT Automation avait cette particularité d'avoir une équipe cœur Michelin qui s'occupait toujours des outils de CI/CD et des outils autour de l'infra as code. Mais on a aussi intégré une équipe de notre partenaire on-prem qui était là, du coup, au sein des locaux Michelin et qui travaillait main dans la main avec l'équipe Michelin sur les sujets de cloudification du monde on-premise. Et là où ça a été une vraie réussite, c'est que donc, le partenariat avec notre partenaire d'infra a été un succès, c'est que du coup, on avait un PO Michelin qui partageait justement les priorités entre ces deux équipes et qui permettait à ce que les réalisations, les priorités traitées par cette équipe de notre partenaire soient celles finalement de Michelin, donc nos pain points. Et vous, de votre côté, Guillaume, comment c'est passé à ce moment-là? Et ben nous voilà, donc nous on était plutôt côté enfin cloud platform, enfin j'étais pas là à l'époque, mais voilà, il y avait cette cloud platform qui était présente et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait l'objectif de la cloud platform c'est de se dire il faut que je sois capable d'absorber en fait toutes les nouveautés, tous les changements qui peuvent s'opérer côté cloud. Donc faire de la veille, suivre effectivement ces évolutions et à travers un échange régulier en fait avec les équipes ITA, donc les équipes qui s'occupaient essentiellement sur la partie on-premise dans un premier temps, d'absorber en fait bah, toutes ces nouveautés, de dire bah tiens ça c'est peut-être un truc qu'on pourrait aussi ramener on-premise. Enfin voilà, il y avait vraiment un échange assez régulier. Donc travailler déjà sur une stack commune, hyper important. Donc on vous a mis voilà les grandes technos qui étaient utilisées, mais essentiellement Ansible en fait. Ansible était le comment dire l'outil qui nous permettait en fait de travailler sur les deux environnements. Et de l'autre côté, d'être capable aussi de dire, bah, Ansible, je suis capable d'aller attaquer des environnements qui sont on-premise, donc avec des technologies on-prem, mais aussi de travailler justement sur le cloud provider. Donc ça, c'était Et donc c'est là 2018. où ça a été aussi un succès, c'est que ces, faces, ces outils, cette infra technique de socle était aussi celle utilisée par notre partenaire d'infra, donc ça a été aussi une clé du succès. Et donc en 2018, qu'est-ce qu'on s'est dit qu'on allait faire? Enfin, qu'est-ce qu'on a fait? Du coup, l'équipe, la plateforme IT Automation a été voir un petit peu les gens de l'infra, parce qu'on avait beaucoup de choses qui étaient automatisées à l'infra. Euh, et on leur a demandé d'exposer du coup toute leur automatisation à travers des API pour que ce soit consommable aussi de notre côté as code. Donc c'est comme ça qu'on a été voir par exemple nos équipes réseau pour qu'elles puissent travailler à l'exposition de services tels que la réservation d'IP ou la création d'enregistrement DNS. De l'autre
En parallèle, notre partenaire d'infra a aussi travaillé à mettre sous infra as code tous les scripts d'automatisation liés au provisioning de l'infrastructure et leur configuration. Donc du coup, ça a été à base de Terraform qui allait taper les infrastructures VMware pour faire le provisioning et de script Ansible qui allait faire la configuration par ailleurs. Et pour que nous, on puisse le consommer aussi dans notre orchestration côté Michelin, ils ont aussi créé une API par-dessus tout ça que l'on puisse consommer pour déclencher justement toute cette automatisation. Nous, de notre côté, en parallèle, on a aussi industrialisé un petit peu nos informations de référentiel en créant une autre application pour, euh, pour, pour justement qu'on puisse consommer ces référentiels de manière as code, notamment avec une application qu'on a créée qui s'appelle RIH. Et on a écrit euh, tous les playbooks qui allaient orchestrer du coup la création d'une VM chez Michelin. Donc appeler les services de notre équipe réseau, appeler les services exposés par notre provider d'infra pour créer une VM type Michelin. Pardon. Et donc dans le même temps, euh, vu qu'on s'est dit que c'était pas assez de faire tous ces travaux en même temps, on a aussi réécrit Vcatrix à l'époque en Java 8 et Spring Boot 2, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc on a intégré la création des infrastructures au travers de Vcatrix en appelant les API AWX, aussi connus sous Ansible Tower, qui expose des API pour justement déclencher des playbooks. Donc grâce à tout ça, on a pu rendre un peu plus user-friendly la consommation d'infrastructures on-prem. Par contre, il y avait une grosse partie de change management qu'il ne fallait pas négliger, parce qu'on avait quand même tapé des infrastructures d'infra. Donc on a aussi travaillé avec nos équipes ITSM pour qu'on puisse aussi tracer toutes les modifications, toutes les actions qu'on allait faire sur l'infrastructure, pour justement rassurer les gens à l'époque, parce que taper de l'infrastructure de prod en full automation, c'était pas forcément quelque chose qui était encore dans les mindsets à l'époque. Et donc, pour parler un peu plus précisément, en De ce fait, côté, Guillaume. ouais, j'ai pris la suite, ouais. Donc, pour parler un peu plus précisément, en fait, ce qui se passe côté cloud platform, en fait, l'objectif de la cloud platform, c'est donc, je vous l'ai dit, hein, c'est de travailler, c'est d'absorber les nouveautés côté des différents cloud providers. Mais essentiellement, voilà, c'est de travailler plutôt sur un système de gouvernance, de faire ce qu'on appelle de faire du build. On fait énormément de support, ça c'est sûr, mais voilà, de se concentrer sur les phases de build, de travailler justement à la modularité, à la scalabilité en fait de tout ce qui est fourni. Donc que ce soit à terme des différents services qui sont fournis côté Azure, que ce soit aussi d'un point de vue sécurité, parce que voilà, on a la sécurité qui court derrière nous très régulièrement. Et puis aussi de former les gens qui travaillent autour du cloud. Typiquement, enfin, je reviens sur la sécurité. Globalement, voilà, ils ne sont pas forcément très aware, on va dire, ou très bien au courant de ce qui peut se passer sur le cloud. Donc voilà, donc on a aussi c'est de comprendre ce qu'ils veulent faire. Ils nous expliquent et nous on l'implémente, on leur fait des propositions d'implémentation. Donc voilà, ça fait partie des sujets hyper importants. Euh, on a travaillé aussi sur la partie, enfin d'un point de vue quand on parle d'infrastructure as code, c'est de se dire voilà, dès qu'on commence à créer quelque chose, dès qu'on commence à travailler sur un nouveau service ou quoi, dès qu'on veut modifier ce qui est l'état existant des environnements, on essaye de tout passer sur de l'infrastructure as code. Alors voilà, il y a des endroits où c'est un peu compliqué, où il faut faire du rattrapage. Enfin voilà, donc il y a comment dire, faut travailler ça en permanence. C'est quelque chose voilà, qui est entré dans les mœurs dans l'équipe et c'est une obligation, on va dire. La partie service offering, donc tous les support modèles qu'on peut avoir, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cloud providers, enfin pardon, on-prem, on était baqué sur notre fournisseur d'infrastructure, et la problématique qu'on avait très régulièrement, enfin la problématique, disons qu'ils avaient une manière de faire les opérations. Nous, on pensait que c'était simple les opérations, et c'est à ce moment-là aussi on s'est rendu compte que c'était compliqué, que les opérations c'est pas si simple que ça. Alors pour le coup, le cloud, c'est plus simple parce que finalement, à la fin, il y a des automations, il y a plein de choses, c'est plein de services qui sont fournis pour travailler cette partie-là. Mais globalement, voilà, c'est un endroit où il a fallu mettre un effort assez important. Et puis derrière, comme tout le monde en parle, hein, dès qu'on parle du cloud, on parle forcément du FinOps. Donc voilà, il y a eu des gros travaux qui ont été faits aussi, des gros travaux pardon, qui ont été faits à ce niveau-là pour justement s'assurer que on pop de la ressource, mais on la détruit aussi. Et après, un truc un phénomène qui est arrivé là, on va dire, qui avait déjà commencé, mais qui est de plus en plus présent, c'est la partie consulting. C'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'on avait une maturité quand même qui était déjà, qui était assez poussée.
Et donc de plus en plus en fait les différentes subsidiaries, enfin sociétés du groupe Michelin ont commencé à venir nous voir pour nous dire ouais on veut commencer à faire ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait, etc. Voilà. Donc il y avait un vrai échange et ça c'était c'était une partie aussi super intéressante. Et ben voilà à quoi ressemblait à peu près notre architecture sur ces sujets-là en 2022, en très haut niveau. Mais du coup, on avait notre application D4X qui était au milieu et que nos utilisateurs pouvaient utiliser pour consommer de l'infra on-prem comme de l'infra sur Azure de manière avec une expérience similaire en résolvant nos problèmes du coup de répétabilité qu'on avait avant de as a service. Enfin, voilà, on a réussi à cloudifier notre monde on-premise. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a aussi deux petits gouvernails qui sont apparus sur le haut du diagramme là. Donc il y a Cube quand même qui est arrivé entre temps dans le monde de l'IT pendant qu'on faisait ça. Et l'avantage, c'est que vu qu'on a fait enfin, nos prédécesseurs et nous avons fait des bonnes décisions techniques et d'architecture, et finalement, rajouter des services tels que la création d'un namespace sur un cluster Cube, ça a été quelque chose de très simple à faire parce que du coup, il y avait juste à récupérer les API Cube pour pouvoir le rajouter simplement dans des 4X et via notre phrase code. Donc, tout ça pour dire que on a une approche aujourd'hui qui est modulaire et qui nous permet facilement de rajouter de nouveaux services et peut-être demain de rajouter un nouveau cloud provider. Ouais, et pour terminer en fait sur ce slide, hein, vous l'avez vu, il y a l'apparition des fameuses plateformes, des fameuses IT plateformes, on appelle ça chez Michelin. Donc globalement, pour vous donner quelques noms, on a la DB plateforme, on a la Cloud plateforme, on a ITA plateforme, l'IAM, etc. Enfin, on a essayé de productiser en fait tous les services cœur côté IT chez Michelin. Et donc l'objectif en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on fournit un produit ou quoi que ce soit, on passe par notre fameux, ce qu'on appelle notre cloud broker ou D4X pour justement abstraire la complexité de fourniture du service. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait aptes à venir consommer soit des playbooks ou soit du Terraform, nos modules Terraform. Alors il y a des gens dans la salle, là je sais, qui viennent consommer nos modules Terraform. Donc l'objectif était vraiment de se dire, il y a deux catégories d'utilisateurs. Il y a ceux qui ne veulent pas, et on comprend, et donc ils restent dans des 4X. Et il y a ceux qui sont ce qu'on appelle nos super users, entre guillemets, qui eux viennent directement consommer les différents produits qu'on met à disposition. D'accord. Donc l'objectif était de se dire, voilà, même si on crée des produits, en fait, il y a une première couche de service qui peut être faite directement à la sortie de l'IT plateforme, mais aussi à travers des 4X. Ouais. Et du coup, c'est là où c'est important pour nos plateformes justement de créer des produits aussi prêts à l'emploi, comme tu le disais, avec des modules Terraform produits par la plateforme pour éviter de réinventer la roue, ou nous, côté ITA, de créer des collections de Ansible pour l'installation de middleware, etc., pour, encore une fois, favoriser la réutilisabilité. Donc du coup, si on lève un petit peu la tête sur là où on en était en 2022 et là où on en est un peu encore aujourd'hui, par certains aspects, on a résolu tous nos problèmes liés à la standardisation, on a les mêmes, des infrastructures similaires entre l'on-prem et Azure, d'un point de vue user experience. On a un support modèle aussi Azure qui s'est grandement amélioré, industrialisé, donc du coup on a une expérience aussi similaire sur cet aspect-là. La répétabilité, avec toute l'infrastructure qui a été mise en place, forcément on l'a créé, et ça donc forcément tiré en mettant des 4X au milieu, la création de la consommation de l'infrastructure as a service pour le on-prem et pour le cloud. Et donc, le fait d'avoir créé aussi cette équipe de partenaires qui travaillent au sein de Michelin, on a aussi résolu pas mal de nos problèmes d'organisation. Parce que d'un côté, ils ont travaillé sur nos problématiques et donc du coup, ça nous a beaucoup aidé pour qu'on puisse améliorer les choses. Mais aussi en travaillant de main dans la main avec eux, on a aussi compris certaines des problématiques et donc du coup, l'organisation a été beaucoup plus fluide suite à ça. Euh, Quelques points encore à améliorer quand même à ce moment-là. C'est que du coup, on a pris en épaisseur autant ITA que Cloud sur la partie vision technique de l'infra. Mais la problématique aujourd'hui, c'est que cette vision technique, cette connaissance technique, est détenue par une équipe centrale. La deuxième problématique aujourd'hui, c'est qu'on pousse chez Michelin une approche Cloud First et une approche Cube First. Et pour autant, on a encore beaucoup d'autres infra qui on-prem et on a beaucoup automatisé l'on-prem quand même au final. Alors effectivement, donc
Donc là, vous avez compris, hein, on parle de product approach. Donc voilà, on vous a expliqué sur les plateformes produits. Euh, Maintenant, il y a aussi beaucoup de travail à réaliser pour le coup sur le cloud native. Alors ça peut paraître un peu buzzword, mais on a quand même pas mal pardon, j'allais dire un gros mot, mais on a pas mal d'applications qui viennent directement consommer du cloud, mais qui ne sont pas du tout prêtes pour consommer du cloud. Et en pensant à aller consommer du cloud, se disent ah bah c'est bon, maintenant je suis résilient, je fais de la haute dispo, tout ça. Non, ça n'existe pas. Donc voilà, il y a encore un vrai travail d'éducation à réaliser sur cette partie-là. Petit à petit, donc on shift aussi, hein, c'est-à-dire qu'on part, on dit le IaaS, maintenant on le laisse tomber de plus en plus. On vous l'a dit tout à l'heure, il y a Cube qui est arrivé. Donc voilà, donc maintenant d'un point de vue stratégie, c'est Cloud First, mais Cube First. Donc consommer de plus en plus de passes. La partie infra as code, c'est quelque chose aussi qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur et d'épaisseur en fait chez Michelin. On vous l'a dit tout à l'heure, il y a des super users qui viennent consommer nos modules mais qui en créent aussi eux-mêmes. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qui s'est institutionnalisé dans certaines équipes. L'aspect GitOps, alors on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup qui veulent faire de l'infra as code mais qui ne sont pas tout à fait prêts sur Git. Donc voilà, ça devient un peu, c'est là où ça devient un petit peu compliqué. Donc voilà, il faut bien comprendre que c'est pas l'infra code, c'est pas juste dire j'ai fait un Terraform et c'est bon, c'est terminé, je l'ai fait une fois, c'est fini. Non, il y a la reproductibilité, il y a plein de choses en fait. Et puis le dernier point en fait, on cherche à donner de l'autonomie aux équipes. Alors c'est là où ça devient le plus compliqué, c'est-à-dire qu'on a un existant, on a construit des choses. Maintenant, je regarde certaines personnes, ils voudraient aller plus loin, ils voudraient consommer plus facilement certains services, sauf que voilà, du fait de l'existant, de ce qu'on a pu construire auparavant, il y a plein de choses à changer, à casser, à reconstruire. Et donc voilà, il y a pas mal de travail à faire sur cette partie-là. Et comme je vous l'ai dit, hein, Infrascode, GitOps, pas ouf ouf dans certaines équipes, bah, voilà, il faut travailler sur justement l'upskilling des personnes. Et donc, du coup, on se dit que à partir d'aujourd'hui, enfin, sur quoi on a travaillé depuis 2023, c'est qu'il faudrait opérer un deuxième shift left, donc qui est de décaler la responsabilité de l'infra aux équipes centrales, aux équipes projet. Et donc, du coup, en suivant les approches, comme tu viens de dire, Guillaume, GitOps. Donc, GitOps, on connaît, hein, c'est le code est source de vérité, toute l'infra est générée à partir du code, du repo Git, pardon. Mais par contre, voilà, c'est quand même une nouvelle approche, ça demande beaucoup de compétences et c'est quand même pas simple dans une organisation aussi grosse de Michelin d'apporter un tel changement. Ouais, Et donc, comment on compte s'y prendre pour arriver à ça? Et ben, comme on disait tout à l'heure, on a nos équipes produits, nos équipes plateformes qui ont un ensemble de produits qui sont sur étagère, qui sont là pour servir nos utilisateurs. Donc, ces équipes produits, elles vont fournir des Golden Pass à nos utilisateurs, donc qui est en gros un chemin pavé d'or que si les équipes le suivent, auront du coup toute la documentation nécessaire, tout le support nécessaire, toute l'automatisation nécessaire pour pouvoir travailler bien et rapidement. Le problème, c'est que ces Golden Pass, c'est des choses qui sont un petit peu sur étagère, mais les équipes peuvent les prendre ou ne pas les prendre. Et en ont la connaissance ou n'ont pas la connaissance. Et ça, c'est un problème qu'avait eu Spotify il y a quelques années de ça. Et donc, ils ont créé un outil à l'époque qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs Backstage, qui est un portail pour les développeurs et que Spotify a créé justement pour permettre à leurs équipes produits de promouvoir leur Golden Pass. Et comment ça se matérialise dans Backstage? En gros, dans Backstage, on va pouvoir créer des templates de projets donc, qui seront offerts par ces équipes produits, ces équipes plateformes. Et les utilisateurs finaux pourront aller dans Backstage et créer un nouveau projet à partir de ces templates. Donc par exemple, moi si demain je veux créer une application Spring Boot Angular chez Michelin, je vais aller dans Backstage, je vais sélectionner nouvelle application Spring Boot et automatiquement ça va me générer un projet Git avec tout mon code Java qui sera en place, avec mon authentification, mon monitoring, toute la sécurité qui va bien avec. Et nous, du coup, côté cloud et côté ITA, on va aussi fournir dans ce template-là les scripts pour provisionner les infrastructures, la base de données en passe sur Azure, la création du namespace dans Cube. Et en plus de ça, on va aussi créer les scripts de CI/CD pour déployer automatiquement sur les infrastructures qu'on aura provisionnées en même temps de la création de ces projets. alors je sais pas si tu l'as dit, mais voilà, les Golden Pass, c'est hyper important pour nous. Alors Golden Pass, je sais pas s'il l'a dit Raphaël, mais chemin pavé d'or. Ouais, on est bilingue chez Michelin. Et donc en gros, ça c'est ce vers quoi on investit le plus.
on s'est dit, faut être capable, en fait, on est 4500 dans l'IT, juste pour rappel, je ne sais pas si on vous l'a dit tout à l'heure, mais on est 4500 dans l'IT, et donc les Golden Pass, c'est mandatory, en fait, pour pouvoir consommer tous les services, enfin, tout ce que vient de vous expliquer Raphaël. Voilà. Et donc, du coup, pour arriver à ça, ben, il y a forcément une partie. Enfin, on a trois leviers principaux chez Michelin. La première, c'est l'upskilling et la responsabilisation. Donc, du coup, on va beaucoup travailler sur des formations. On a travaillé par le passé sur des formations Ansible pour justement acculturer l'infra as code. Mais maintenant, vu qu'on veut aller un peu plus loin, il faut aussi pousser des formations Terraform, des formations, continuer les formations sur Git, des formations autour du GitOps. Euh, Guillaume, après, donc sur la partie IT expertise et networking. Ouais, donc depuis à peu près 3 ans, ouais, un peu plus de 3 ans en fait, il y a une filière expertise network. IT expertise surtout, c'est ça qu'il faut retenir, l'expertise technique chez Michelin. Donc il y avait plusieurs filières hein, d'expertise et donc de carrière path, donc de chemin de carrière, encore une fois, chez Michelin. Et le dernier qui vient d'apparaître, en fait, c'est la partie technical expertise. Et c'est là-dessus où voilà, il y a un effort qui a été consenti pour réunir tous les techs chez Michelin, créer des communautés, enfin voilà, et travailler sur cette partie-là. Et ça nous permet en fait de travailler sur un dernier pilier, un dernier levier chez nous, sur lequel on investit aussi beaucoup, c'est le recrutement. Donc auparavant, en fait, c'est un truc marrant, mais quand on recrutait un tech, en fait, on n'avait pas de tech dans le processus de recrutement. Donc c'était un peu compliqué. Enfin, compliqué aussi à expliquer que c'était compliqué. Enfin voilà, bref. Et donc depuis à peu près, on va dire 1 an et demi, 2 ans, maintenant, voilà, à chaque fois qu'il y a un recrutement qui est fait côté technique, il y a forcément une personne de l'équipe enfin comment dire, du réseau des experts techniques qui est impliqué dans la phase de recrutement. Et donc en parlant de recrutement, ah, Et bah, du coup, n'hésitez pas à dépend. regarder notre site Lié au recrutement. Du coup, on a quelques offres encore d'ouvertes. Et on a aussi notre blog IT, justement, qui liste un petit peu les articles qu'écrivent nos experts et autres. Donc, n'hésitez pas à venir y jeter un œil. Et voilà, je pense qu'on a Et fini. merci à tous. Si vous avez des questions. Il nous reste du temps pour des questions, non? S'il y en a. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question à propos de Backstage dans la dernière slide. Est-ce que c'est un remplacement de DX4 que Alors, vous entamez? D4X. Alors, D4X ou ouais. DX4? Alors, je la répète pour Raph. En fait, est-ce que Backstage c'est le remplacement de D4X? On va peut-être faire marrer tout le monde. Alors, ça sera. Ouais, donc du coup, ce sera pas un remplacement direct, parce qu'il y a quand même beaucoup de services qui sont dans des 4X qui seront pas rendus par Backstage. Et comme on le disait tout à l'heure, on va pas pouvoir faire shift et left tout le monde, donc il y aura certainement toujours un existant de D4X, mais voilà, l'idée avec Backstage, c'est de former de mettre de le pied à étrier de plus en plus les gens au monde du GitOps et de l'infra as code, pour leur aider aussi à se passer d'outils comme D4X pour qu'ils soient plus autonomes. Ouais, si je Mais dois. D4X ne sera pas supprimé de sitôt. Ouais. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que D4X c'est un outil custo maison. Donc ça demande des heures de développement. Un outil comme Backstage en fait amène certaines fonctionnalités que nous on a déjà dans D4X et comme l'a dit Raph, hein, il y a encore quand même pas mal de choses à passer de l'autre côté pour finalement dire enfin Backstage d'ailleurs ce sera D5X pour le coup, c'est marrant, mais voilà. Mais globalement voilà, il y a encore un peu de travail le but c'est d'éviter de faire trop de maisons sur des choses qui existent déjà et qui sont open source. Alors par contre c'est important, c'est qu'on ne voulait pas acheter un produit pour remplacer notre outil maison. On voulait plutôt continuer à contribuer à de l'open source. Il y a une forte volonté en fait dans tout ce qu'on fait de contribuer sur de l'open source. Et un autre point aussi pour lequel on ne pourra pas non plus enlever des catrices directement, c'est aussi les questions de responsabilité sur les infra on-prem. Aujourd'hui, on peut faire du Terraform simplement sur Azure parce que voilà, c'est fait pour. Par contre, si on voudrait faire ce genre de technologie sur de l'on-prem, ça implique aussi des responsabilités qui ne sont pas forcément celles des équipes projet sur des infrastructures de production. Donc il y a quand même des questions aussi à se poser autour de ça.
avant de pousser cette approche partout dans tout Michelin. Merci. Petite question avec Backstage qui a l'air hyper intéressant. On n'a pas peur un peu de partir dans un mode de multiplication en fait des applications, des infras, etc., en rendant ça trop facile en fait en quelque sorte. Et derrière en fait moi la question qui me vient c'est comment on va encore gérer toute l'obsolescence qui va être amenée par cette multiplication peut-être des projets de nos équipes qui seront de plus en plus autonomes. Ouais, c'est mon petit point. Je ne sais pas s'il y a un petit verrou qui a été mis autour de ça pour éviter la multiplication. T'as entendu, Raph? Parce qu'il y a beaucoup de questions. Non, j'ai pas entendu. Ah, alors, en gros, je la refais, tu me diras si j'ai bon. En gros, est-ce que en apportant justement des backstage, ça va pas contribuer en fait à la multiplication des environnements, en fait, peut-être faciliter trop facilement. Tiens, c'est pas mal ça. La fourniture d'environnement et justement la pousser à la surconsommation entre guillemets. Donc on a quelqu'un qui est plutôt contre le capitalisme et est-ce que tu as une réponse à ça? Enfin, je peux répondre moi, mais vas-y. Bah, je pense qu'on aura à peu près les mêmes réponses. Mais bon, quand on pousse de toute façon les sujets de responsabilisation, c'est des responsabilisations déjà qui vont dans les deux sens. On laisse les gens autonomes pour pouvoir faire du provisioning d'infra. Donc ils doivent être aussi autonomes pour le détruire quand ils en ont plus besoin, quand ils ont terminé leur test ou autre. Après, on sait très bien que si on met pas de verrou ou de contrôle autour de ça, ça fonctionnera pas forcément bien. Donc c'est pour ça qu'on a des choses qui sont en place en Michelin avec notamment du showback pour montrer aussi aux équipes ce qu'elles consomment en infrastructure et du coup les sensibiliser aux coûts qu'ils induisent. Et donc la partie FinOps, Guillaume, j'imagine dont tu as parlé. Ouais, alors, par rapport, pour résumer ce que tu viens de dire, en fait, c'est des droits et devoirs. C'est-à-dire que les gens, ils veulent de l'empowerment, mais bon, ça vient pas tout seul, quoi. Donc voilà, c'est pas de problème. C'est pour ça qu'on a du mal à fournir trop de permissions, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a peu d'équipes qui sont capables, en fait, de comprendre ce que ça veut dire d'avoir de l'autonomie, entre guillemets. Donc après, voilà, globalement, je suis complètement en phase avec ce que dit Raphaël. Il y a des contrôles qui sont faits, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fournit de l'infrastructure de côté Azure, vous vous rendez pas compte, mais il y a une tonne de policistes, enfin de petits gardes qui contrôlent tout ce que vous faites et qui de temps en temps disent non, enfin souvent pour certains trop souvent, mais voilà, qui disent non et t'as pas le droit de faire ça et si tu veux le faire, tu le fais dans telles conditions, etc. Donc voilà, donc c'est toujours avec une mise sous contrôle et Raphaël pour insister sur un point dont il a parlé, c'est qu'on parle beaucoup de showback de plus en plus en fait. Donc nous, quand on dit on veut donner de l'autonomie, le management dit ouais mais je veux qu'il y ait quand même contrôle et vous donner la possibilité de voir ce que vous consommez. Et ça fait partie aussi des droits et devoirs en fait. Donc c'est quelque chose qui est pensé dès le début en fait, dès la genèse des trucs. Il y a d'autres questions? C'est tout le monde, c'est compris? C'était dur, hein, c'était le dernier, c'était dur. Hein. Et j'en profite, dernier petit mot, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont contribué à tout ça là. On a parlé, nous on est deux de ceux qui poursuivent, ce qui a déjà commencé depuis un petit moment. Donc on sait qu'il y a des gens, par exemple, qui viennent, qui travaillaient justement dans les équipes partenaires intégrées dans les équipes Michelin pour contribuer justement à l'automatisation. Donc voilà, c'est grâce à tous ces gens-là en fait. Hein, c'est-à-dire que, et à un moment, il a fallu dire fuck au contrat, enfin toute cette partie-là, et en se disant bon bah non, on est plutôt là pour amener de la valeur. Donc voilà, tous ces gens-là vont se reconnaître. Il y en a qui sont partis aussi, qui étaient chez Michelin, qui sont partis. Il y en a, voilà, Donc je voudrais dire merci à tous ces gens-là. Merci à vous. Alors moi, je suis juste là. Alors merci, on peut applaudir chaleureusement Guillaume et Raphaël. Et juste un petit mot pour vous dire, en sortant, elle est directement à l'auditorium, juste pour la petite clôture. Ça va pas durer longtemps, c'est un petit quart d'heure et puis voilà. Juste pour vous dire un petit au revoir et on vous remercie déjà.